Expelliarmus! Merde, ça marche pas. La France a un incroyable talent. Ce n'est pas du talent, c'est tout simplement de la magie. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Les Animaux Fantastiques 2. Cette fois, ils sont deux. Terminator 2. Alors, avant d'attaquer la critique du film, je tiens juste à préciser que j'aime beaucoup Harry Potter, aussi bien les films que les livres. J'aime l'univers, j'aime les personnages, voilà, toute cette magie, tout ce rêve. On peut dire que oui, j'ai aimé pratiquement l'intégralité de cette saga. Celui que je considère le moins bon en film reste, à mon sens, l'épisode 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et c'est vraiment dommage, puisqu'il est tiré du livre que je trouvais le plus intéressant. Bref, maintenant, de toute façon, tout ça, c'est trop tard, c'est râpé. Donc, Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, réalisé par David Yates. David Yates, c'est quand même celui qui a réalisé la moitié de toute la saga Harry Potter, puisqu'il a réalisé 4 films sur les 8. Après, il a réalisé une bonne grosse en adaptant Tarzan, et ensuite il s'est attaqué aux 2 films de l'univers étendu avec les Animaux Fantastiques. Donc ça fait quand même un total de 6 films dans l'univers Harry Potter, donc on peut se demander après tous ces films, est-ce qu'il va enfin en réaliser un de bon ? Non, je déconne. Alors je vais le dire d'entrée de jeu, le personnage de Grindelwald est, je pense, le meilleur méchant de l'univers Harry Potter. Voilà. J'ai trouvé que c'était le plus complexe, le plus fascinant, le plus menaçant, le plus charismatique, surtout le plus compréhensible dans ses motivations. On voit vraiment un être humain plus qu'un personnage caricatural de méchant. Bon, même si, oui, il a beaucoup de maquillage et une apparence particulière. Mais d'ailleurs, moi, j'ai adoré son look, j'ai adoré son style vieux maître chinois albinos. Il lui manquait plus que la longue barbe et on se serait cru devant Monsieur Wing, le vieux chinois dans Gremlins. Mogwai n'est pas à vendre. En tout cas, quand Grindelwald entre dans une pièce ou apparaît à l'écran, le personnage est vraiment magnétique. Moi, j'étais tout de suite captivé par lui. Et au-delà de l'écriture ou de la mise en scène, je trouve que la réussite du personnage est quand même à mettre au crédit de Johnny Depp, qui arrive parfaitement à insuffler beaucoup d'émotions dans ce sorcier. De par le jeu de l'acteur, je trouve qu'on ressent pas mal de souffrance, une souffrance qui permet d'apporter encore plus de crédibilité à ses motivations et de comprendre pourquoi il agit, sans pour autant cautionner, mais au moins on comprend pourquoi il fait ce qu'il fait, quel est son but, quel est son objectif. Et ça, c'est vachement important quand on écrit le personnage d'un méchant, c'est vraiment de faire comprendre les motivations. Et surtout d'éviter l'écueil du personnage de méchant unidimensionnel et qui veut juste dominer le monde et bouah. J'ai adoré la façon dont Johnny Depp joue le personnage, c'est-à-dire d'être en retenue, de parler calmement, de se mouvoir lentement. Ça le rendait encore plus énigmatique, ça lui donnait plus d'intensité, ça le rendait vraiment menaçant. Oserais-je dire que je l'ai trouvé plus intéressant que Voldemort himself ? En tout cas, j'ai trouvé ce personnage de Grindelwald plus fascinant à suivre, voire plus séduisant que le grand Voldemort. Alors, Voldemort est un bon personnage, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que des fois, il pouvait être un petit peu dans la caricature, voire dans la représentation théâtrale. Et donc, ouais, c'est peut-être un problème d'acteur plus qu'un problème d'écriture de personnage. Voilà, je pense que Johnny Depp m'a plus impressionné en jouant ce sorcier que Ralph Fiennes en jouant Voldemort. En fait, je trouve toujours plus flippant un méchant qui reste calme plutôt qu'un méchant qui s'agite et qui pousse des cris. Alors j'ai beaucoup aimé le début du film parce que l'histoire commence en présentant tout de suite le méchant avec une scène assez impressionnante. Et je trouve toujours que c'est une bonne idée de commencer son film par une scène d'introduction forte qui montre tout de suite l'ampleur de la menace. Comme la scène d'introduction de The Dark Knight par exemple. Ça permet d'installer d'entrée de jeu une tension, de rentrer facilement dans le film et de montrer clairement quel est le danger que les héros vont devoir affronter. Et c'est vraiment le personnage de Grindelwald qui apporte tout l'intérêt du film parce que son enjeu, sa quête, est beaucoup plus intéressante que celle des protagonistes. Alors c'est dommage, mais en même temps, voilà, toute l'intrigue mise en place autour du méchant, ça permet à l'histoire d'aborder déjà un sous-texte politique assez intéressant sur la naissance du fascisme, et c'est tout ça qui apporte une vraie part sombre au film. Et comme disait l'immense Alfred Hitchcock, plus le méchant sera réussi, et mieux le film sera.
Et ce vieux principe se vérifie, d'autant plus dans ce film qui souffre d'un scénario assez plat en termes d'enjeu, mais le méchant est tellement bon qu'il réussit à rehausser le film et à nous captiver alors même que le scénario est assez bancal, j'ai trouvé. Déjà, je trouve le scénario un peu confus, très alambiqué, voire compliqué pour rien, et surtout pas très passionnant à suivre, puisque ça repose essentiellement sur la quête de la véritable identité d'un personnage, mais bon, d'un personnage dont, je trouve, on se fout royalement, tellement il est transparent. Et alors, quand on en arrive enfin aux scènes d'explication, on se retrouve avec un imbroglio sur la parenté des personnages, du style... en fait, c'était le demi-frère de la cousine de ma tante qui était en réalité le fils caché de l'oncle de ma grand-mère. Ok, d'accord. Bon, vous aviez pas plus compliqué comme relation entre les personnages ? J'exagère à peine, hein. Il y a une scène où c'est presque ça. Et donc tout ça pour en arriver à une révélation inattendue. Alors certes, plutôt intéressante, hein, la révélation, je dois bien l'avouer, voilà, honnête. Mais était-ce obligatoire de passer par toute cette intrigue alambiquée pour en arriver là, pour arriver voilà, à une révélation, à une fin, un peu similaire avec l'Empire contre-attaque d'ailleurs. Alors, toute proportion gardée, hein, bien évidemment. Hein. Mais surtout que dans Star Wars, c'est beaucoup plus intense, tout en étant plus simple. Et qu'en une phrase, t'as tout compris, en une phrase, voilà, Luke, je suis ton père, le film arrive à basculer dans une autre dimension. Hein, et qu'il n'a pas besoin d'une heure d'explication nébuleuse. Bon alors, Albus Dumbledore, en vérité, c'était James Bond, voilà. Il est interprété par un Jude Law qui a juste la méga classe, avec son costume 3 pièces, et on croirait vraiment que Dumbledore va à un moment donné se retourner vers la caméra et balancer « Écoutez-moi Moneypenny, il faut me retrouver mon Aston Martin ». C'est pas négatif, hein, je dis pas ça de façon péjorative, hein, j'ai adoré la représentation du personnage. Mais voilà, faut juste être prévenu quoi, Albus Dumbledore dans les années 20, c'était James Bond. Alors il y a le personnage de Nicolas Flamel, et alors lui, écoutez, bah c'est simple, hein, c'est le père Fouras dans Fort Boyard, il a exactement la même gueule, et pareil, lui aussi, on dirait qu'il va à un moment donné se retourner vers la caméra et balancer Je suis une matière qui s'illumine quand on la touche avec son kiki ». Et on en arrive à un autre gros problème du film, voire carrément un problème lié à toute cette nouvelle saga, c'est Norbert Dragono, qui est pour moi le personnage le plus inintéressant de toute cette histoire. Et c'était déjà le cas dans le premier opus. C'est un peu con, hein, c'est le héros du film. Je trouve que c'est encore pire dans ce deuxième film, où là, il n'a pas vraiment d'arc narratif, il n'a pas vraiment d'enjeu personnel très fort, mis à part essayer de retrouver Tina Goldstein pour lui avouer ses sentiments. Ok, franchement, j'ai pas trouvé ça très passionnant à suivre comme intrigue dans un film comme celui-là, faut bien l'avouer. Personnellement, je trouve que ce personnage est insipide. Alors, je sais pas si c'est la faute de l'acteur ou alors de l'écriture du perso, mais il est trop gentil, trop gentil. Il n'a pas de faille dans sa caractérisation. Il n'a pas une personnalité très forte. Du coup, il est barbant. En plus, dans ce film, il est plus témoin de l'histoire que véritablement acteur de l'histoire. Il n'a pas vraiment d'enjeu personnel qui le lie à la grande histoire. Pour moi, un bon personnage ou un héros bien écrit doit avoir un voyage émotionnel, comme pouvait avoir Harry Potter, qui traversait des épreuves, qui lui permettaient d'évoluer, qui lui permettaient d'apprendre des choses sur lui-même et de révéler ses capacités. Mais là, Norbert Dragono, je trouve pas que ça soit un personnage très excitant, quoi. Et tu prends par exemple le personnage de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, en 1 heure de film, il a vécu une histoire bien plus riche émotionnellement que Norbert Dragono en 2 films. Même Kowalski, qui est un personnage presque inutile, dans le sens où c'est un moldu qui accompagne les héros du film sans pouvoir intervenir, puisqu'il n'est pas sorcier, eh bien même lui, il est plus intéressant, parce qu'au moins, il apporte de la comédie. C'est le sidekick qui sert de ressort comique. On va dire que c'est un petit peu le 6PO de cette nouvelle saga. C'est-à-dire le personnage complètement dépassé par les événements et qui accompagne bon gré mal gré les héros de l'histoire. Et même si ce Kowalski, je l'ai trouvé plutôt sympathique, hein, plutôt drôle, il reste quand même plus inutile que 6PO, parce qu'au moins 6PO pouvait des fois sauver la situation en utilisant ses 6 millions de formes de communication. Les personnages de Tina et Queenie sont plutôt réussis, sont plutôt attachants. Bon, même s'il y a un petit retournement de situation un peu facile concernant l'une d'elles. Sinon, en termes d'effets spéciaux et d'exploitation de la magie, c'est bien foutu, il y a des très bonnes trouvailles. L'acteur Ezra Miller est complètement transparent, le pauvre. C'est surtout dû à son personnage qui est malheureusement ennuyeux au possible.
Si vous voulez voir cet acteur dans un rôle marquant, je vous encourage à découvrir un film bien traumatisant, We Need to Talk About Kevin. Là, je peux te dire que tu l'oublieras pas. Alors oui, la révélation finale te donne envie de voir la suite, c'est clair, même si le suspense autour de ça s'éteint assez rapidement, puisque on sait déjà ce qui va se passer avec ce personnage, puisqu'on connaît son destin à travers les 8 films Harry Potter qu'on a déjà vus, en fait. C'est pour ça. Donc voilà, Les Crimes de Grindelwald, ça reste un film divertissant, avec une mise en scène efficace, des bons effets spéciaux, une bonne musique de James Newton Howard, et surtout avec l'un des meilleurs méchants de l'univers Harry Potter, mais le film fait plus office d'épisode de transition que d'épisode véritablement autonome. C'est pour toutes ces raisons que je mets aux Animaux Fantastiques Les Crimes de Grindelwald la note de 3 sur 5. Allez, je suis sympa. Sinon, à Paris, en 1928, c'était facile de se garer boulevard de Courcelles. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé que c'était à la hauteur de la saga Harry Potter? Est-ce que vous l'avez trouvé meilleur que le premier opus? On en discute, on en débat dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et j'ai tout simplement envie de vous dire Expelliarmus!